Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine Dr René Roux, spécialiste en médecine interne, ancien président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec et récipiendaire en 2012 du prix Osler pour l'ensemble de sa carrière. J'ai connu Dr Roux en 1997 en début de pratique à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville et j'ai tout de suite apprécié ce médecin extraordinaire et cet homme d'une intelligence exquise. René Roux demeure pour moi un modèle au plan médical et personnel. Les rencontres avec Dr Roux étaient toujours très agréables et celle que je vous propose aujourd'hui, en 2 volets, ne fait pas exception. Au cours de l'entretien, nous discutons de sa carrière, de sa vision du système de santé, de ses doléances à cet égard et des pistes de solutions qu'il envisage pour l'avenir. C'est donc un voyage dans le temps, en 2 parties, que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous embarquerez avec moi. Bonne écoute! Dr Roux, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Donc, je vous connais depuis fort longtemps puisque j'ai commencé ma carrière en 1997 à Drummondville. Je dois dire que j'ai toujours été un grand fan de vous, là, donc comme interniste, là, je pense que vous représentez ce qu'est un médecin ou ce qu'était un interniste, tout au moins pour moi à l'époque. Donc, c'est un honneur de vous avoir en entrevue. Merci beaucoup. Moi aussi, je me rappelle des quelques années. Malheureusement, ça aurait été intéressant si ça s'était prolongé, mais j'ai gardé un souvenir extraordinaire. Ouais. C'est gentil, c'est gentil. Vous avez été récipiendaire en 2012 du prix Osler pour l'ensemble de votre carrière et j'ai appris également en faisant des recherches que vous avez une bourse également à votre nom à l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec. Oui. Pour le prix Osler, ça avait été donné, je pense, en reconnaissance de 2 choses. Premièrement, l'implication que j'avais eue au sein de l'Association des internistes dans l'organisation des services en médecine interne sur tout le territoire du Québec. Mon implication aussi dans la mise en avant là, de l'unité d'enseignement au CHRTR à Trois-Rivières. OK. Et puis, c'était surtout pour souligner ça. Mais ça m'a fait plaisir, cette reconnaissance-là. Surtout que le docteur Osler avait déjà dit une fois dans une conférence, d'ailleurs, il avait répété ça à quelques reprises, que un bon docteur, ça s'occupe du patient, un grand docteur s'occupe de la maladie. Il l'avait dit à l'envers. Un grand docteur s'occupe de la maladie. Un bon docteur s'occupe du patient. Mm-hmm. Et je pense que la polyvalence de la médecine interne nous aide peut-être un petit peu à être des bons docteurs. C'est ça. Je pense, autrement dit, le partage là, entre différents problèmes que peuvent présenter les patients, puis pondérer tout ça. Mais la médecine interne en 2023 par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 70? Donc, la médecine interne, actuellement, ça a pris une ampleur qui est extrêmement importante. Là, nous, quand moi j'étais président de l'association, on avait à peu près 280 membres. Actuellement, ils dépassent le 540, je pense. Mm-hmm. Donc, ça a une augmentation importante. Et puis,
ça a pris de l'ampleur parce qu'avec le temps, les gens ont réalisé que l'offre des services, si tu veux avoir une continuité, il faut que tu aies une offre de service de base qui est assez complète. C'est sûr, la première ligne, les universitaires sont très, très polyvalents. Et dans les soins secondaires, la deuxième ligne, la médecine interne, c'est aussi une offre de soins qui est variée. Tu peux traiter plusieurs patients, plusieurs problèmes en même temps pour chaque patient. Ceci, ça a été reconnu, faisant en sorte que les plans d'effectifs, par exemple, sur tout le territoire du Québec, ont été petit à petit reconstruits où on faisait de plus en plus de place à la médecine interne. Puis actuellement, dans les programmes de formation universitaire, il y en demeure même là, cette année là, que c'est en médecine interne où on retrouve le plus grand nombre de résidents dans les programmes de formation post-universitaire. Okay. Ouais. Donc, ça va prendre encore plus de place dans le futur. La particularité de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville à l'époque, et je pense que c'est encore le cas, c'est qu'il n'y avait que de la médecine interne. Oui, oui. Malgré certaines pressions peut-être à l'occasion pour avoir des surspécialistes. Ouais. Je pense que ma conception personnelle, c'est la suivante. Il faudrait que je raconte un petit peu. Est-ce que j'étais encore le président de l'association? Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, le Dr Gauthier, le président de la Fédération des médecins spécialistes, m'avait appelé pour me dire qu'on était pour avoir un prix de service à Gaspé. Okay. Alors, à Gaspé, c'était un modèle organisationnel. À l'époque, ils avaient 2 gastro-entérologues, dont un venait de quitter. Ils avaient un interniste, en recherchaient un deuxième. Puis ils voulaient renouveler aussi le gastro-entérologue qui venait de quitter. Puis ils voulaient ils recherchaient un rhumatologue. Okay. Donc, 5 spécialistes, 2 gastro-entérologues, 2 médecins internes, puis un rhumatologue. Ça, c'est extrêmement difficile de faire une équipe pour assurer une permanence de soins. Parce que quand tu arrives à la salle d'urgence, le patient qui a une hémorragie digestive, ou bien donc le patient, par exemple, qui fait une infarctus du myocarde, le rhumatologue, il a une grande compétence, là, mais pas dans ces secteurs d'activité. Tu ne peux pas partager la garde. C'est difficile. Dans un modèle semblable. Donc, j'étais allé travailler à Gaspé. Et puis, pour voir comment ça fonctionnait. Okay. Et suite à cela, faire un petit aparté, c'est qu'à tous les 3 ans, on demandait aux associations médicales, chirurgicales, on leur demandait de faire un plan d'effectifs, de créer les besoins en effectifs pour les 3 prochaines années, dans chacune de nos spécialités. Et là, on se réunissait à un certain moment. Il y avait le Collège des médecins, l'Association des résidents, l'Association, la Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des amis praticiens, le Collège, peut-être que je me répète, puis il y avait bien sûr le ministère, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et puis là, je m'étais prêté à cet exercice-là dans un premier temps. On avait fait des efforts incroyables, téléphoner à tout le monde, comptabiliser leurs besoins, et puis finalement, présenter tout ça. Alors, 3 ans plus tard, ils nous demandent de faire exactement le même exercice. Ah là, j'ai dit non, on ne fera pas cet exercice-là. Là. Alors, ce qu'on a fait, ça avait coûté 32 000 J'ai fait faire par des spécialistes en communication un petit carton, un petit dessin animé. Et puis, qui mettait en perspective 2 situations cliniques. Un jour, il faudrait peut-être qu'on essaie de le trouver et de l'envoyer pour plaisir, là. Et c'était finalement, dans une présentation, c'était un modèle où les hôpitaux qui étaient petits, moyens, intermédiaires, mettons, qui desservaient des populations inférieures à 70 000 personnes, tu sais. C'est qu'on montrait que si tu créais des noyaux de spécialistes en médecine interne polyvalents, c'est que tu pouvais assumer ou assurer une garde en permanence, sans trou. Alors que l'autre modèle, celui de Gaspé dont je viens de parler, si tu adoptais un modèle comme ça, c'est sûr que tu étais pour t'exposer à des ruptures de service au niveau de la garde. C'est certain, quelqu'un part en vacances, n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Donc, on a présenté ce petit cartoon-là, et puis ça se terminait comme ceci. Dites-nous quel est le modèle organisationnel d'offre de services de soins médicaux spécialisés que vous voulez mettre sur place au Québec. Si vous voulez avoir des groupes de cardiologues, de gastro-entérologues, de pneumologues, de rhumatologues partout,
pour assurer le fonctionnement. Vous n'aurez peut-être pas besoin de tant que ça de médecine interne. Et si vous adoptez un modèle où les soins de base, il y a un noyau de base de 4 à 5 internistes pour assurer une permanence, ah bien là, ça va vous prendre beaucoup plus de soins, beaucoup plus d'internistes au Québec. Tout à fait. Alors, dites-nous ce que vous voulez, puis nous, après ça, comme modèle organisationnel, puis nous, on sera peut-être en mesure de vous orienter sur la quantité de personnes. Alors, je pense que ceci a été à l'origine du modèle qu'on connaît actuellement. Là où ce modèle-là a une certaine limite, c'est qu'à un certain moment, tu ne peux pas faire fonctionner les hôpitaux 100% uniquement avec des internistes. Et je pense que quand, par exemple, tu arrives avec une population qui est assez importante pour faire vivre un noyau de 7 internistes, d'après moi, c'est le temps de penser à des spécialités, des surspécialités auxiliaires. C'est pas ce qui s'est passé à Drummondville. La population a grossi en attendant, bien sûr. Quand moi je suis arrivé, il y avait peut-être comme 60, 65 000. La population est actuellement 100 000, peut-être 120 000 avec les petites paroisses environnantes. Et je pense qu'il va falloir que le modèle pour Drummondville soit revu. Là. On ne peut pas extensionner un modèle comme ça. Puis il y a un risque d'avoir un modèle qui repose sur un seul groupe. C'est qu'à un certain moment, si le groupe est très, très, très uni, c'est extraordinairement difficile de faire des changements. Parce que le modèle devient réfractaire. Et ça, c'est pas bon pour le changement. Tu sais. Mais, donc, je pense que le modèle va être modifié dans le temps. C'est comme si quand même le modèle d'avoir seulement des spécialistes en médecine interne, ça conviendrait à tout ce qui est extra-universitaire à certains égards, là? Tous les centres de grosseur intermédiaire. Peut-être pas tout à fait, parce que par exemple, si on regarde, c'est vrai que Trois-Rivières, c'est un centre universitaire, là, du moins, ils ont la faculté de médecine les 4 premières années. Ils font aussi la formation universitaire postsecondaire, mais ils n'ont pas des programmes de formation universitaire postsecondaire. Alors, mais quand tu regardes d'autres hôpitaux, par exemple, de la même grosseur, on va parler de Saint-Jérôme, on va parler de Lévis, peut-être un petit peu moins grand si on va à Saint-Jean-d'Iberville. Ce sont des modèles où je ne pense pas que tu puisses assurer l'ensemble des services de soins médicaux spécialisés secondaires là, à partir d'un seul noyau de médecine interne. Il faut qu'il y ait un noyau, mais il faut y adjoindre les autres spécialités médicales. Ouais. Dites-moi. En complémentarité. Qu'est-ce qui vous a attiré en médecine? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que. Ça fait un certain temps. Il n'y a pas un événement, une situation particulière. Moi, mes parents n'étaient pas médecins. On demeurait dans un petit village, mais je rappelle, par exemple, moi, j'ai 2 images de la médecine. Pas très loin de notre maison, là, il y avait le docteur Lepère, puis après ça, le fils. C'était une petite maison bien simple. Tu entrais là-dedans et puis ils avaient leur propre pharmacie. Ils fabriquaient leur propre pommade. Le père, probablement, avait fait son cours de médecine dans les années 1890, 1900. Le fils, probablement, dans les années 1920. Donc, c'était quand même une médecine vraiment, vraiment une grosse médecine de campagne. Et ces médecins-là, là, c'était comme, par exemple, un curé de la paroisse. C'était quasiment du bénévolat. C'était... en fait, c'était du partage de l'amour. Puis, quand je suis arrivé à l'adolescence, est arrivé un jeune médecin, un nouveau, là, mais une formation entièrement différente. Et puis, là, lui, était beaucoup plus flamboyant. Grosse auto, il aimait ça parader un tout petit peu, tu sais. Puis, écoute, en parlant de ça, même à un certain moment, écoute, il s'était acheté donc une Mustang, une Shelby 500, imagine-toi donc, pour nous autres, 15-16 ans, tu regardais ça, puis tu te disais, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Alors, c'était 2 images de la médecine qui étaient entièrement différentes. Il faut avouer que j'ai aimé, moi, ces 2 images-là. La première image, c'est peut-être celle que j'ai
le plus aimé, là, c'est celle du bon vieux docteur que tu appelais n'importe quand. Tu peux cogner à sa porte à n'importe quelle heure. Si tu appelais à la maison, c'est certain. Mhm. Alors, l'autre, c'était une médecine qui avait évolué un petit peu, la façon de faire, la façon de procéder. Mais ce sont deux modèles de pratique de la médecine que j'avais, en fait, qui m'avaient marqué. Et puis, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai choisi de aller en médecine? Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais s'il y avait quelque chose, ce serait peut-être plus le premier modèle, ouais, de médecin de famille. Auriez-vous... D'ailleurs, j'ai fait un cours de médecine. Et c'était pas nécessairement en pensant devenir un spécialiste, là. Non, OK. non. Puis quand je suis arrivé, tu fais tes 4 premières années, tu fais ton année d'internat à l'époque. On appelait pas ça la résidence. On appelait ça internat. Mhm. Alors, écoute, l'année d'internat, là, je me voyais pas en tout aller travailler. J'avais OK. pas envie, moi, d'aller travailler pendant toute la vie. OK. C'était à l'université. C'est comme ça que j'ai fait une spécialité. OK. Ah, c'est intéressant. C'est comme ça. C'est un petit peu par défaut, mais je ne voulais pas aller travailler. Je voulais absolument pas. Est-ce que vous auriez pu envisager une autre carrière à l'époque ou vous parliez d'être curé dans le temps? C'était curé avant comme médecin? Est-ce que c'était ça le modèle? Non. J'aurais pu, je pense que j'aurais été très, très heureux aussi si j'avais travaillé manuellement. OK. J'avais pas. Exemple, là, avant d'entrer en médecine, 3-4 ans avant, oui, c'est ça, 3-4 ans avant, j'étais apprenti électricien. Alors, pourquoi? C'est parce que l'électricien, dans notre village, avait besoin d'un petit peu d'aide là, pour tirer les câbles, de telle sorte que le connaissant, je m'étais proposé pour l'aider, puis je détestais pas ça en passant OK. être apprenti électricien. Là. Mais j'ai jamais pensé un jour devenir électricien, mais si j'étais devenu électricien, je suis certain que j'aurais aimé ça. OK. Je suis certain. La chirurgie, donc, jamais, par contre? Ou Ah non, pas de la chirurgie. Il y a une raison fondamentale à ça, c'est que je suis pas très, très habile des mains. Tu sais, je regarde les chirurgiens, ils ont une grande, grande qualité. Là. Et vous autres, je vous regardais faire des nœuds, là, mais là, une fois, j'étais au bloc opératoire comme résident, chirurgie cardiaque, remplacement d'une valve aortique, et puis il y avait un chirurgien cardiaque, installe la valve aortique. Tu sais comment est-ce qu'ils font ça? Puis d'un coup, ils tirent sur l'ensemble des fils de la valve, parachuter la valve. à l'anneau, là, tu sais. Et en tirant sur ces fils, la valve descend et tout d'un coup, excuse le mot, tabarnak, je l'ai monté à l'envers. Oh mon Dieu. T'aurais dû voir ça. On recommence. T'aurais dû voir toutes les fils, en tirant dessus, naturellement, tous les fils sont partis, mais t'aurais dû voir remettre les fils. Ça allait tellement vite là, que je ne voyais pas les deux se faire. C'était de toute beauté et ça a très bien fini. Là, Bon. Mais non, j'aurais pas le capable de faire ça. Dites-moi, aviez-vous une devise ou un mantra quand vous étiez en pratique ou une phrase pour laquelle vous étiez connu? J'imagine que oui. En fait, non. S'il y avait quelque chose, là, c'était peut-être il faut partager. Ouais, okay. Il faut partager. Okay. J'ai été assez chanceux à cet égard-là. Là, tu sais. Finalement, tu te maries, c'est peut-être la première fois que tu commences à partager pour vrai. Tu sais. Mm-hmm. Alors, donc, tu te maries. Et puis, dans notre cas, nous autres, là, tu sais, c'est un seul compte de banque. Là, on a acheté une première maison. Après ça, on a acheté une résidence secondaire 10 ans plus tard. Puis si tu me demandais qui l'a payé, de toute façon, je l'ai mis au nom de ma femme. Je l'ai peut-être payé 80% aussi. Mais ça ne me dérangeait pas en tout. Un fonds, un compte commun. Là, on rentre là-dedans, puis on paye les dépenses. Puis ça a toujours été comme ça. Mais le meilleur exemple de partage que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à travailler à Drummondville. À Drummondville, il y avait 3 internistes, là, beaucoup plus vieux que moi, Dr Saint-Pierre, Laforêt et Will. Alors là, moi, j'arrive, comprends-tu, et eux, ils partageaient les revenus 100%. Partagent 100% des revenus, partagent 100% des dépenses. Alors moi, j'arrive comme ça, et puis pas de problème, accueilli 100% des revenus, 100% des dépenses. Puis, quand je suis arrivé en septembre 1976,
moi, je n'avais pas mon certificat de spécialiste parce que les examens oraux de médecine interne se passaient en novembre suivant. Moi, j'ai commencé à travailler en septembre. Mhm. Alors, naturellement, on n'était pas payé au même tarif pour le même acte. Moi, j'étais payé comme un omnipraticien, Mhm. mais c'était le partage total. Partage des revenus, partage des dépenses. C'était comme ça tout le temps. OK. Et puis, je pense que ça m'a vraiment, vraiment marqué dans le temps. Il est arrivé à un certain moment, par exemple, j'étais président de la Fédération des médecins, président de l'Association des internistes, et puis il y avait la réforme Rochon. À ce moment-là, tu te rappelles, il avait fermé des lits, il avait fermé des hôpitaux, et il y avait gelé la masse des médecins spécialistes. Conséquemment, la Fédération, elle, avait décidé que pour les 3 années qui les poursuivent, alors, les médecins, déjà sur le marché du travail, étaient pour continuer à être payés à 100% du tarif, mais les jeunes qui commençaient à être réveillés étaient prêts à payer à 70% du tarif pour les 3 années suivantes, je pense. Je m'en rappelle. Ouais. Alors, ce qu'on a fait, personnellement, à Drummondville, ce que j'ai fait, là, c'est qu'on a partagé 100% des revenus et des dépenses. C'est-à-dire que les 3 associés qu'on a trouvés pendant cette période de temps-là, ils ont été payés exactement comme les autres. Mais je pense qu'à Drummondville, compte tenu que c'était une région intermédiaire, c'était un peu moins punitif, C'est-à-dire qu'à Drummondville, on avait déjà, pense. je pense, une augmentation de 15% du tarif. Mais il y avait 30% de moins du 15%. Et d'ailleurs, ça a donné naissance à l'époque, vous vous rappelez, l'Association des jeunes médecins du Québec, Oui, qui a oui. poursuivi la Fédération des médecins spécialistes. Ça a C'est ça. duré pendant. J'étais membre de ça. Moi, j'ai mis de l'argent là, dans cette poursuite-là. Puis finalement, c'est mort au feuilleton. Parce que quand ça avait été voté sur l'Assemblée générale de la Fédération des médecins spécialistes, là, dans la salle, j'avais plus de parole. Puis moi, je m'étais opposé à ce genre de cette façon de procéder. Mais sûrement la majorité des gens qui sont là, ben non, pas la majorité, la totalité, c'était des gens qui étaient déjà en pratique. Hein. C'est ça. Alors, finalement, ils se sont protégés. Ça n'avait pas d'impact. Donc, le partage. Et là, ça se continue, là, parce que le partage, ça c'est comme l'impôt, là, le partage d'impôt. T'en payes de l'impôt, mais il t'en revient toujours sur une forme ou une autre. Si ça apaise les inégalités sociales et conséquemment, ça achète la paix, moins de violence, moins de criminalité, t'en profites aussi secondairement. Là. Et puis le partage, on a continué ça avec le temps. Les enfants, finalement, ont eu des enfants. À partir du moment où un venait au monde, j'en ai combien? 7, je pense, sur les petits-enfants. À partir du moment où il y en a un qui vient au monde, les parents créent un régime d'épargne-études et c'est moi qui le comble. Mm-hmm. Ça, j'ai fait ça pour les 7 enfants, mais je continue d'ailleurs de le faire. Et les plus vieux, en passant, qui sont aux études, qui ont un peut-être 19 ans maintenant, puis l'autre 20 ans. Il y a le nouveau régime, le CIAP, qui va être mis de l'avant. Là. Ben, je vais contribuer pour eux aussi. C'est bien. Au début des années 80, moi j'ai le souvenir, même 80, même début 90, l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, c'était pas l'endroit le plus couru là, hein, au Québec. Là, non, écoute, on a eu de la difficulté. Écoute, moi je suis arrivé, j'étais le 4e interniste, et puis en 1976, il y en a un qui va prendre sa retraite, mettons, comme 3 ou 4 ans plus tard. Donc, on va se retrouver à 3. Et puis, à un certain moment, il y en a un autre. Quand est-ce qu'ils ont annoncé, tu sais, le plan là, où ils avaient offert aux infirmières de prendre une retraite? Puis c'est le milieu des années 90. Ça. Moi, j'étais... les mises à la retraite, je travaillais déjà, donc fin des années 90. C'est un petit peu plus tard, ça. Un petit peu plus tard. Les anesthésistes qui étaient partis à la retraite. On s'est retrouvés à 3 pendant des années, puis là, on a essayé de recruter. C'était extrêmement difficile. C'était un hôpital. Tu sais que quand moi j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'échographie. Hein. Non. Et puis, moi, j'étais formé pour faire les bronchoscopies, mais on faisait aussi des biopsies hépatiques.
Alors, les pieds esthétiques, naturellement, on y allait à l'aveugle. C'est pas parce qu'on se bouchait les 2 yeux, là, mais on y allait quand même à l'aveugle. Ça allait quand même. Je vous dis que ça allait quand même bien, là. C'est sûr que s'il y avait eu une masse, on n'aurait pas été capable de rentrer dedans direct, mais si c'était un foie plurimétastatique ou un foie cirrhotique, on est capable d'avoir un spécimen adéquat. Ça a toujours bien été, finalement. Mais, un certain moment arrive un projet de développeur en médecine nucléaire, je pense que c'est en 1979, ça. Et puis, le DSP me fait venir pour me dire qu'il avait entendu parler de ça. Et puis, alors, il avait entendu parler de ça, mais il n'était pas certain qu'on avait vraiment besoin de ça. Il m'avait expliqué que Drummondville, c'était quand même pas un hôpital universitaire, tu sais, puis c'est nucléaire, on n'a peut-être pas besoin de ça. De toute façon, il avait dit à la régie régionale que, non, on n'a pas besoin de la caméra. Toujours est-il que suite à ça, là, j'étais vraiment pas content. Et suite à ça, j'avais fait des représentations. J'étais membre de la commission médicale qui appelait à l'époque la régie régionale. Écoute, j'avais monté un dossier là-dessus. J'étais allé présenter ça avec des dessins de toute la région 04, là, le bassin desservi par Drummondville, le bassin desservi par Saint-Hyacinthe, le bassin desservi par Shawinigan, puis l'autre bassin desservi par le Trois-Rivières, qui était à l'époque l'hôpital Saint-Joseph, le CHATR, pour leur montrer que finalement, il y en avait partout. Il y en avait déjà une à Arthabasca, il y en avait déjà une à Trois-Rivières, il y en avait déjà une à Victoriaville, il n'y en avait pas de Drummondville, puis celle qui s'en venait, compte tenu qu'on avait dit qu'on n'avait peut-être pas besoin, il était pour l'être à Trois-Rivières. Écoute, là, donc, suite à cette intervention-là, qui avait créé énormément d'animosité, beaucoup d'animosité, au point où, la réunion suivante, on m'avait demandé ma démission, là. Ce que je n'avais pas donné, bien sûr. Mais finalement, on va avoir cette caméra-là. On va l'avoir. Et ça, c'est le premier exemple dans la vie. Là, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Hein, parce que si tu penses que les autres vont faire ce que tu espères qu'ils vont faire, c'est pas nécessairement vrai. Mais s'ils le feront peut-être pas nécessairement à la vitesse que tu voudrais qu'ils le fassent. Mm-hmm. Donc, finalement, on va avoir la médecine nucléaire au début des années 80. Et puis là, il va y avoir un autre projet là, qui est extraordinaire, c'est quand les gens de Drummondville, les gens d'affaires puis certains médecins ont créé la Fondation du Canada en 1983. Ça l'a créé. Ça l'a créé un support, là, et puis ça l'a énormément aidé. Puis en 85-86, c'était l'époque du développement de la tomographie axiale, donc on avait fait une demande pour une tomographie axiale. Là, ça traînait 1 an, 2 ans. Il y avait beau en parler au directeur général. À l'époque, c'est assez facile de rentrer dans le bureau du directeur général parce qu'on en avait un dans notre hôpital. Tu sais, maintenant, c'est épouvantable parce que tu sais plus où est-ce qu'il est. Là. Mais donc, t'en parlais au directeur général, il ne savait pas trop où est-ce que le dossier en était. Tu essaies de prendre l'information auprès, à l'époque, c'était la régie régionale. Puis, écoutez, on a fait la demande, ça s'en va, blablabla. Ça va finir par arriver. Mm-hmm. À un certain moment, je décide d'appeler moi-même personnellement au bureau de la ministre de la Santé, qui était Mme Lavoie. Thérèse Lavoie. Je parle à son attaché politique, imagine-toi donc, qu'elle me donne un rendez-vous avec elle. OK. 2 semaines après, un rendez-vous, Dr. Roux de Drummondville, avec la ministre. OK. Je suis présenté là avec... Bien sûr, un certain support comme le DSP, le directeur général, puis on explique le dossier, etc. Elle nous dit, écoutez, moi, elle dit, je suis entièrement d'accord avec ça. Elle dit, vous l'achetez, mais nous autres, on va en assurer le fonctionnement. OK. Mais on avait notre fondation qui était quand même relativement dynamique. On a fait un coup de téléphone. Et le type l'a payé au complet. OK. Au complet. Alors, ça, la tomographie axiale, je veux dire, c'est vraiment arrivé. Elle a été mise sur place pendant 87-88. Et ça a changé l'image de l'hôpital. Okay. Tout d'un coup, là, puis d'ailleurs, on était parmi les premiers à avoir une tomographie axiale. Tu sais, dans les hôpitaux de notre grosseur ou plus petits, il y avait seulement qu'à la SAR qu'il y en avait un. Okay. Nous, je pense qu'on était probablement le deuxième. Là. Ça a créé une espèce de dynamisme, etc. Et moi, personnellement, avec Sainte-Anne, ça nous a aidé à recruter. Je pense que ça a aidé aussi le département de chirurgie, conséquemment même
l'anesthésie. Ça l'a vraiment, vraiment... Ah oui, ça l'a aidé énormément, bien sûr, en radiologie. Ça a été très, 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 très important comme mouvement. Et puis, une grande, grande fierté quand ça a été installé. Une fierté d'avoir accompli quelque chose, là, puis d'en être arrivé à un modèle d'hôpital. Un modèle d'hôpital qui fait modèle là, pour la grosseur de l'hôpital. J'étais très, très content de ça. Ça a été un point tournant. Oui, un point tournant. Ouais. Mais l'avantage peut-être des petites, je dirais des petites villes sans être péjoratif, vous parliez tout à l'heure de lever des fonds, là. C'est peut-être plus facile dans une ville comme Drummondville que dans une plus grande ville où il y a plus de compétition. C'est certain que je pense qu'au prorata de la population, quand on regarde les levées de fonds de la fondation de Drummondville, c'est un peu exceptionnel. C'est toujours dans le million et plus, là, et c'est exceptionnel. Il y a un seul hôpital, donc les gens, c'est plus facile pour eux de s'y identifier. Et puis, ce qu'on appelle la population en général, les grands donateurs en particulier, ont toujours eu une espèce d'attachement à l'hôpital. Puis ça très, très bien que dans la vie, là, dans la structure d'une ville, d'un petit village, d'une ville, d'une société, ce qui est le plus important, finalement, c'est la sécurité. Est-ce que ton milieu où tu veux t'installer, est-ce qu'il est sécuritaire? Et ça, c'est un premier élément à considérer si tu veux aller travailler dans cet endroit-là. Le deuxième élément qui est à considérer tout le temps, cette période de priorité, c'est toujours l'offre des services de santé. Est-ce que si je m'installe là, si je tombe malade, si ma femme est malade, elle est enceinte à l'accouche, si mes enfants, y a-t-il un support médical qui m'assure une certaine sécurité? Là? Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est les services scolaires. Est-ce que le système scolaire est adéquat? Est-ce qu'il est bon? Alors, lorsque tu es capable d'assurer ces trois éléments-là, et plus tu les assures de façon bien organisée, plus tu facilites la croissance de ton milieu, de ton développement économique, ton développement industriel. C'est directement relié. Ceci, c'est dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Vous parliez de la facilité à faire des projets à l'époque, là, puis l'accès au directeur général. L'exemple que j'ai en tête, vous parliez de Steve Miller tout à l'heure, puis vous vous rappellerez peut-être les premières salles de chirurgie laparoscopique à l'hôpital dans les années 2002-2003. Là. Puis je pense que Steve était littéralement entré dans le bureau du directeur général puis avait dit ça prend une salle de chirurgie laparoscopique. C'était Pierre Levasseur à l'époque. Ouais, où je m'en vais. Ça prend une salle de chirurgie laparoscopique, bien parfait. T'sais, on va en faire une, puis je pense que la levée de fonds avait été organisée instantanément. Puis comme un mois plus tard, on avait... C'était pas très cher à l'époque, là. Un mois plus tard, on avait 150 000 $. Puis finalement, Drummondville a eu la première salle de chirurgie laparoscopique au Québec. Donc, c'était une gouvernance de proximité. Ça aide. Quand tu as les pouvoirs décisionnels. Et puis, quand tu regardes l'évolution, là, par exemple, du pouvoir décisionnel, c'est extraordinairement malheureux. Hein? Le pouvoir décisionnel s'est éloigné vers les régies régionales. En 2003, c'est en 2003, il y a eu la création des CR3S, où les budgets ont été à ce moment-là décentralisés. Et puis, naturellement, en 2015, avec la création des CIUS, je pense que, je pense pas, là, c'est sûr que le pouvoir décisionnel a été extraordinairement éloigné. La gouvernance s'est éloignée et je pense que ceci est extraordinairement malheureux. Très, très, très malheureux. Je ne peux pas comprendre que les gens actuellement laissent aller ce modèle-là. Je serais très, très, très surpris que sur une période de 10 ans, qu'il n'y ait pas une espèce de retour en arrière, regard de la gouvernance. Je serais très, très surpris de ça. Et je pense que cette gouvernance qui s'est éloignée, qui est devenue de plus en plus opaque, fait en sorte que
il y a moins de sentiment d'appartenance là, au milieu. Mhm. C'est sûr que ça aide pas au niveau du plancher d'emploi, comme par exemple au niveau des infirmières. Tu peux pas. Les gens aiment ça travailler, tu sais. Ils sont travaillants. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de sentiment d'appartenance. À partir du moment où tu l'as perdu, là, Mhm. c'est très, très néfaste. Et les conséquences sont à long terme. Puis on est en train d'y vivre petit à petit. Petit à petit. Docteur Roux, on va prendre une courte pause, puis on va revenir sur les enjeux dont vous venez de parler. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Roux, est-ce que je me trompe ou vous avez toujours été intéressé par la chose politique? Ouais, j'ai toujours été intéressé par la chose politique, effectivement. Écoute, on m'avait même approché pour devenir maire de Drummondville à un certain moment. Oh, oui, j'avais eu une rencontre là, dans un hôtel là, puis, pour discuter de ça. Mais non, j'aimais trop la pratique de la médecine, c'est OK. pour aller en politique, bien que ça m'a toujours intéressé. Il est certain que vers la fin, j'avais peut-être un petit peu plus de temps, j'aurais pu m'impliquer, OK. mais j'avais pas une épouse là, qui aurait bien fonctionné à l'intérieur de ce modèle-là. OK. Mais par le souvenir que j'ai, c'est peut-être à la fin des années 90, le député de l'époque s'était attribué certains des mérites liés aux améliorations de l'hôpital. Vous aviez organisé une conférence de presse pour démentir ces allégations-là. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ouais. Mais là, j'avais un gros conflit. Là. C'était une députée libérale qui était au pouvoir à l'époque. Tu sais. Et puis, non. Donc, c'est sûr que j'étais libéral aussi à l'époque. Là. J'avais même voté pour lui. Là. Mais je ne pense pas que c'était un politicien révolutionnaire là, qui était pour changer la pratique. D'ailleurs, comment est-ce que j'avais traité? J'avais dit qu'il devrait se transformer en chauffeur d'autobus, puis à ce moment-là, peut-être que sa vraie job, ça serait consisté à transférer des patients de Drummondville à Sherbrooke. OK, quand même. Je ne le voyais pas pantoute comme étant un appui là, pour notre hôpital. OK. Alors, je vous suggère de prendre votre permis de chauffeur d'autobus, ça va vous permettre de transporter des patients à Sherbrooke. Il n'était pas content. Il y a quelques années, dans le magazine La Réserve, vous disiez étonné que la population soit si peu exigeante, si tolérante là, face peut-être aux faiblesses ou aux lacunes du système de santé.
Ça, c'est un peu surprenant. C'est comme quand on regarde notre milieu, par exemple, construit en 1949, c'est une construction qui ne répond plus, mais pas du tout aux normes, aux normes de construction. Les corridors sont trop petits, il n'y a pas d'alcôve, c'est pas possible d'agrandir ça par l'intérieur, parce que c'est plein d'amiante. Mais le fait qu'il y ait de l'amiante là-dedans, une fois qu'elle est abri, c'est pas dangereux, là, mais à partir du moment où tu défais les murs, c'est une autre chose. On est condamné à des chambres à 4, à des chambres à 2. Écoute, nous avons des chambres, mettons qu'il y a 191 lits, et sur les 191 lits, il y a 97 lits qui sont dans des chambres à 2, 3 ou 4. Mhm. Alors, ça, c'est pas propice là, à la pratique moderne. D'ailleurs, ce sont des petites chambres. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais toi, si jamais tu avais à faire une réanimation cardiaque, par exemple, dans une chambre, ou pulmonaire, dans une chambre à 4, là, il fallait que tu sortes un patient de la chambre là, parce que tu n'avais pas assez d'espace pour enterrer tout ce qu'il faut. Les chariots de réanimation et tout ça. Mais tu sais que c'est exactement la même anatomie. Là. Ça n'a pas changé, là, l'hôpital. Alors, on vit dans un espace qui est carrément dépassé. Et donc, je me répète, des corridors qui sont trop étroits, des ascenseurs qui sont insuffisants, il y a même des ascenseurs qui ne répondent pas aux normes. Il y a toutes sortes de contraintes qui font en sorte que l'expansion est impensable. C'est un hôpital dont l'aspect physique là, est dépassé. Écoute, j'ai demandé un rendez-vous justement avec le ministre Dubé, un rendez-vous personnel avec lui, il y a environ 3-4 semaines. Son attaché politique m'a appelé, on a discuté 2 fois. Alors, je voulais lui expliquer comment c'était carrément désuet, là, puis comment il fallait très, très rapidement passer à une autre étape, c'est-à-dire la construction d'un hôpital neuf. Mais encore là, entre ce qu'on dit, puis entre ce qui est faisable, parce que, tu sais, on a des normes. Hein? Mm-hmm. Alors, tu es capable de construire un nouveau pont Champlain en 3 ans. Tu es capable, en 1982, je pense, le président Kennedy annonce qu'il va mettre un homme sur la Lune dans 10 ans. Il réussit à le faire en dedans de 7 ans. Alors, ici, on n'est pas capable de construire un hôpital dans 12 ans. Puis bien souvent, 12 ans, c'est court. Alors, c'est plutôt 15 puis 20 ans. Alors, on a une espèce de façon de procéder. Je pense qu'on est englué dans un système plus ou moins immobile où tout est lent. Et la normalité est devenue une norme. Alors, c'est un peu triste pour l'hôpital. Et, je pense pas qu'on va avoir un nouvel hôpital, bien que l'idée a été acceptée par le ministère en passant, là, lors des dernières élections, juste avant les dernières élections, en septembre 2022. Ils ont dit qu'ils étaient pour penser à ça, là, puis se pencher là-dessus. Là. Mais entre le moment où ils disent ça et le moment où il y a une réalisation, compte un minimum de 12 ans. C'est impensable dans 12 ans. On ne peut pas fonctionner mieux que ça par ici. Non. Mais je reviens à l'essence du problème. Comment vous expliquez la résilience des gens? Puis, non seulement il y a la population qui est résiliente face à cette désuétude des lieux, mais il y a la résilience aussi du corps médical. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on en est rendu où on est aujourd'hui. Vous parliez des infirmières récemment dans une lettre qui a circulé à l'interne. J'essayais d'envisager d'autres corps professionnels où les gens acceptent systématiquement de rentrer au travail le matin, ne sachant trop s'ils vont être obligés de rester jusqu'à minuit. Puis pour les gens, notamment pour le personnel infirmier, c'est normal. Puis je pense qu'à certains égards, cette résilience-là est un peu responsable de l'état des choses
parce que les gens acceptent constamment, sous prétexte que c'est la santé, sous prétexte qu'on ne peut pas abandonner les gens, ce qui est vrai. Mais en même temps, c'est comme si on creusait notre propre tombe. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Ou... Il est certain que les Québécois, c'est un peuple qui est très, très, très pacifique, puis extraordinairement résilient, qui s'accommode facilement de ce qu'ils ont. C'est pas un peuple qui est très, 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 très revendicateur. Je pense une historique peut-être à tout ça, c'est qu'en partant, les Canadiens français n'étaient pas très, très riches. Ils n'avaient pas de pouvoir, là, ou très peu de pouvoir. Ça s'est amélioré avec les révolutions tranquilles de 1960. Mm-hmm. Mais encore là, la Révolution tranquille, il y a eu des bons changements en 1960-1970, mais on dirait que suite à ça, il y a une pause. En fait, c'est ça. Moi, tu le dis, on est extraordinairement résilient, on se contente de ce que l'on a. Peut-être parce que les vendeurs du renouveau, comme par exemple moi, d'autres ne sont pas capables de bien exprimer les besoins, puis ne sont pas capables, une fois exprimés, de prendre des mesures pour amener une espèce de consensus là, pour qu'il y ait des changements appropriés. Alors, c'est peut-être pas une partie culturelle. On est des gens au Québec extraordinairement pacifiques. Hein. Il n'y a pas... Quand je regarde les infirmières, là, un peu partout, quand je regarde, tu sais que c'est au Québec, hein, peut-être que je me trompe, là, je pourrais le vérifier, mais c'est au Québec où le temps supplémentaire obligatoire est vraiment, vraiment à noter. C'est obligatoire, c'est légal. Tu es obligé par la loi de faire du temps supplémentaire. Obligatoire. Dans les autres provinces canadiennes, il y a aussi du temps supplémentaire. Les gens font du temps supplémentaire. Et curieusement, si je me rappelle bien, au Manitoba, par exemple, là, il y a à peu près 50% plus d'heures en temps supplémentaire qu'au Québec, mais c'est pas obligatoire par là. Okay. Ils s'organisent là, pour que les gens puissent accepter de le faire. Mais chez nous, si tu ne le fais pas, tu vas avoir une punition. Là. Tout à fait. Et puis, il y a une espèce de résilience. Je reviens à l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui prennent le micro, qui écrivent une lettre dans le journal, qui vont essayer de rencontrer leurs députés. En fait, je suis au courant pantoute d'aucun mouvement social de Drummondville, autour de Drummondville, qui aurait pris la moindre mesure pour rencontrer les autorités gouvernementales pour essayer de mousser un hôpital. Même de mousser une rénovation. Tout se fait en vase clos. Puis il y a, moi, je pense qu'il y a une très, très, très grande résignation. Ça pourrait peut-être se briser s'il y avait des décideurs, des influenceurs qui prenaient la parole de façon répétée. Ça pourrait peut-être changer, mais je pense pas qu'il va y avoir de changement dans un avenir vraiment, vraiment rapproché. Je serais un petit peu surpris de ça. Là. Ça va prendre vraiment, vraiment beaucoup de bousculades. J'ai lu un article, justement, hier, dans le journal local, là, où si on parle de rénovation à venir. Là. Les rénovations à venir qui ont été annoncées en 2017, qui dans le journal, en 2020, là, c'est bien écrit noir sur blanc que les travaux vont commencer en 2021. Et là, on est presque début du printemps 2023.
pas rien entendu parler de rien. Là, écoute, c'est d'une lenteur phénoménale et il n'y a pas personne qui se fait. Mais pas personne ose le ton, lève la main. On est extraordinairement pacifique et extrêmement résilient. Et je pense qu'on attend la catastrophe. Mais la catastrophe, elle s'en vient, là. Parce que avec nos infirmières, écoute, on avait des problèmes de personnel dans les années 2012-2015. On engageait des temps partiels, uniquement du temps partiel, sur demande. Et puis là, on leur disait, écoutez, vous êtes tous bien de rester près du téléphone, là, parce que si on a besoin de vous autres, là, à 4 heures ce soir, là, on vous appelle, il faut que vous répondiez pour être disponible. Là. Parce que si vous ne répondez pas au téléphone 2 fois, alors vous ne serez pas les premiers qu'on va appeler. Là. On va en appeler d'autres avant vous, là, tu sais, là. Donc, on avait des petits problèmes de personnel, puis on faisait affaire uniquement à du temps partiel. Nous, on n'avait pas idée d'engager des temps pleins. On avait des postes affichés temps plein. Alors là, ça s'est créé justement le temps supplémentaire obligatoire parce qu'il manquait de personnel, parce qu'ils n'en avaient pas engagé du temps plein. Ils ont créé le propre problème là, à l'échelle de la province, c'est ça qui est curieux. Et puis, donc, le temps supplémentaire, puis après ça, ils ont trouvé que c'était net obligatoire pour être bien sûr que les gens restent sur place. Écoute, c'est quand même épouvantable de voir comment est-ce que ça s'est développé avec le temps. Un problème de gouvernance qui, d'après moi, est épouvantable. Un problème de gouvernance qui s'exerce uniquement du haut vers le bas. Et non seulement ça s'exerce uniquement du haut vers le bas, mais avec la création des CIUS, ça s'est en plus éloigné. Et puis, naturellement, quand tu es dans une région comme la région 04, là, où tu pars de Drummondville et tu t'en vas à La Tuque, il y a quand même quelques centaines de kilomètres entre les deux points. Là, tu sais. On ne peut pas dire que c'est une gouvernance de proximité. Non. Alors, quand tu crées une gouvernance, tu la configures de telle sorte, ça fait en sorte que les gens sur le plancher ne savent plus à qui s'adresser une fois qu'ils ont constaté des anomalies ou ils veulent proposer une amélioration. Non, il n'y en a plus de pouvoir de proximité. Il n'y en a plus du tout. C'est un pouvoir éloigné. Et c'est une catastrophe. Là. Alors, puis, ça va, je pense, continuer de contribuer à un sentiment de non-appartenance. Les gens qui travaillent, surtout, je suis certain que c'est pas seulement vrai pour Drummondville, les gens qui travaillent ne savent plus pour qui ils travaillent. Autrefois, tu travaillais pour ton directeur général, tu travaillais pour ton organisation. Quand ça n'allait pas bien, tu avais des gens immédiatement à côté de toi à qui tu pouvais aller t'adresser puis espérer finalement des solutions. Là, maintenant, tu n'en as plus de gens à qui tu peux t'adresser. Là. Ils sont tous éloignés. Là. Et puis, encore là, ceux qui sont en pouvoir décisionnel, ils ont tous des intermédiaires, 2 ou 3 intermédiaires. Alors, ça va mal. Tu ne sais plus quoi faire pour que ça aille mieux. Et j'ai des difficultés à croire qu'avec le modèle organisationnel qu'on a, là, avec la gouvernance qui s'exerce uniquement dans une direction, du haut vers le bas, là, je me répète, j'ai de la misère à croire que nous ne vivrons pas des problèmes très, très importants de personnel dans un très, très proche avenir. Très, très prochainement. Très, très prochainement. Ceci complète donc la première partie de l'entrevue avec Dr René Roux, spécialiste en médecine interne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'entretien.